tous et soyez les bienvenus sur ce plateau de Il faut en parler, cette émission qui vous entretient tous les samedis sous le coup des 17h30 pour traiter des sujets conjugaux, des sujets qui vous tracassent chez vous à la maison et ce de manière quotidienne. Notre thème du jour, c'est un thème sur lequel nous sommes depuis la semaine dernière. Faut-il avoir une confiance absolue en son conjoint? Je suis avec toujours nos invités sur notre plateau. Il s'agit de Miss Nyonkou Caroline. Elle est assistante de direction. Bonjour Caroline. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va. Alors on peut continuer toujours le débat. Bien sûr. Faut-il avoir une confiance absolue en son conjoint? Oui. On peut avoir une confiance absolue? On peut avoir. D'accord, ok. Et Marcelin Attissoni, homme de médias également, il est présentateur radio. Et avec lui, nous continuons toujours ce débat. Faut-il avoir une confiance absolue en son conjoint? Bonjour. Oui et non. Oui et non. Oui et non. 50% non ou bien combien de pourcentage? 75% oui et 25% non. Non. D'accord. Et notre consultant, il est toujours là. C'est lui-là même qui nous donne de bons conseils à travers la Bible. Le pasteur Boab, il est juste. Bonjour papa. Bonjour Béné. Comment ça va? Ça va bien. Alors on peut toujours continuer notre débat? Oui, on peut continuer. Et je dirais que l'idéal serait de faire 100%. 100% confiance. L'idéal serait 100%. Mais j'ai entendu une femme dire un jour, c'est comportement qui envoie comportement. Non. C'est très profond. Hein. Comme on le dirait, comportement de mouton, réaction de berger. Voilà. Alors, la semaine dernière, nous sommes quittés sur cette question. Existe-t-il des habitudes qui tuent la confiance dans le couple? Et Miss Caroline a répondu, a donné ses arguments. Nous allons toujours rester là-dessus pour dire un changement brusque de comportement, appel téléphonique par exemple, suspect, échange tardif de SMS, peut-il garantir une bonne communication? Parce que je me souviens que la semaine dernière, on a parlé de communication. Oui. Voilà. Donc, est-ce que ces éléments-là peuvent garantir une bonne communication à la maison? Non seulement nous parlons de la communication, nous parlons des appels téléphoniques tardifs, nous parlons des échanges de SMS, mais je vais encore plus loin pour parler des réseaux sociaux. Un exemple plus court, le Facebook. Il y a des conjoints, il y a des partenaires qui refusent d'être amis sur Facebook. Soit disant que bon, si quelqu'un commente ma photo, que la personne dit mais tu es toute belle, mon mari va se plaindre. Ou bien mais le gars il est beau, ma femme va se plaindre. Donc là encore il y a problème. Parce que mon mari en qui j'ai mis ma confiance. Même si une femme lui dit mon frère, tu as de beaux yeux, j'ai dit ma chérie laisse pour toi ça dort chez moi. Donc là c'est pour dire que pour qu'il y ait la confiance, ce sont des petites choses. D'accord, donc... c'est-à-dire partager Facebook, être amis et puis partager les mêmes amis. Quand je vais dire que des petites choses, c'est pour dire que ne pas s'attarder sur ces choses-là. Pourquoi on commente la photo de ma femme? Pourquoi on commente la photo de mon mari? Non. La confiance ne se résume pas à ça. La confiance est d'abord dans la maison. D'accord, donc s'il y a une bonne communication à la maison donc il n'y a pas de problème. Même si un homme vient te dire, ma chérie, j'ai vu ton mari à l'entrée de l'hôtel, tu vas lui demander, mais toi, tu faisais quoi là-bas? Et puis c'est fini parce que tu connais ton homme. D'accord. L'homme a des imperfections. On se connaît, donc une fois à la maison, on règle pour nous. D'accord, donc tout se règle à la maison. À la maison. À ce propos, peut-on se partager les mots de passe de Facebook? Pourquoi pas? D'accord. Ok. Puisque pour moi, je me dis que bon, le Facebook, c'est juste une plateforme pour se faire des connaissances des amis. Si je ne mets rien de particulier sur mon Facebook, pourquoi ne pas partager mon mot de passe à mon mari? D'accord. Alors, Marcelin. Oui. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord pour partager votre mot de passe avec votre conjointe? Non, malheureusement, je ne serai pas d'accord pour partager. Je veux dire pour la paix dans le foyer. Oui, c'est vrai qu'ici, on est dans un plateau télé, on ne doit pas avoir la langue de bois. Voilà, pour faire joli, on va dire on peut partager. Non, mais pour la paix dans le foyer, déjà que souvent c'est difficile de partager le même lit. Il ne faut pas aller... Partager le même lit? Oui, par moment, dans le couple, ça arrive. Le pasteur même pourrait lui dire. Souvent, on est couché près de sa femme, mais on n'est pas content d'être couché là. Comme c'est un devoir, on est là. Et donc, je vais dire... Quelqu'un disait que le mariage, c'est une guerre où on peut dormir à côté de son ennemi. Voilà. Pour corroborer ce que je disais. Donc, je dis pour la paix dans le couple, pas que c'est suspect d'avoir le mot de passe de son partenaire, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Elle peut être de bonne volonté, mais quelqu'un peut vouloir nuire à son image.
lui envoyer une vidéo pornographique pour que son mari voie. Moi, je suis sous le coup de l'émotion. Quelle explication va me donner pour que je croie? Voilà, quoique j'ai confiance en elle. Donc je veux dire, pour la paix, et seulement pour la paix, évitons de nous partager des mots de passe dans le foyer. D'accord. Alors, un changement brusque de comportement, appel téléphonique un peu suspect, des SMS tardifs, comment est-ce que cela peut garantir une bonne communication à la maison? Ça peut garantir que le problème n'est pas de l'appel qu'on reçoit ou de SMS qu'on reçoit dans la nuit, mais c'est l'attitude. Moi, ma fiancée peut être en train de dormir à côté de moi et puis à minuit on l'appelle. Mais je vais, sans même regarder l'écran, je vais la réveiller parce que ça peut être son père qui est malade. Il peut y avoir urgence quelque part. Maintenant, la confiance sera dans l'attitude qu'elle aura par rapport à cet appel-là. L'appel m'a réveillé. Je t'ai réveillé à ton tour. Ne me dis pas que non, c'est pas important, je ne décroche pas. Je suis déjà donc il faut forcément décrocher l'appel. Il faut décrocher. Wow. Mais par moment, elle peut dire que non, bon chérie, les sons, ce n'est pas important. C'est ça qui va créer le doute, en fait, la suspicion. Je veux dire, si ce n'est pas suspect, pourquoi tu ne décroches pas? Oh, ben, moi, je te dis, chérie, décroche ça carrément. Merci. Je serai content, je vais décrocher. Je veux dire, c'est par ces attitudes-là qu'on acquiert la confiance. Quand elle me dit décroche ça, soit je suis désarmé, je ne décroche pas, ou alors je décroche. Elle m'a mis en confiance. La confiance, ça se donne à son partenaire. Voilà, ce n'est pas quelque chose d'inné qu'on doit avoir de manière aveugle. Ça se mérite, comme dirait l'autre. Ça se construit. Donc, tant qu'on met l'autre en confiance, il aura la confiance. Et quand on ne le mettrait pas en confiance, elle a dit quelque chose tout à l'heure. La communication, c'est important, mais les antécédents. Les antécédents. Ça peut faire disparaître. Ça peut se rabattre sur la vie de couple. Oui, elle a parlé d'hôtel, je vais rester dans son cadre. Si, malgré la confiance que j'avais en elle, un jour, il s'est avéré que ce qu'on me raconte sur elle a été vrai, on l'a prise dans un hôtel. À chaque fois qu'on va me parler d'hôtel, j'aurai de mauvais souvenirs. Et la confiance ne va plus jamais revenir, même quand elle aura changé. Donc, je veux dire, les antécédents peuvent être un ennemi pour le foyer, pour la confiance notamment. D'accord, papa. Moi, je crois que, comme on l'a dit, vous savez, nous avons nos correspondants fidèles, Orange, MTN et Move. Et souvent, oui, de SMS en SMS, ça peut être ça. Et souvent, il y a des maris qui sont carrément, disons, hyper jaloux. Ça peut être un SMS de ces sociétés de téléphonie là. Et puis bon, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qui t'envoie un SMS la nuit là? Donc, il faut voir tout ça. C'est-à-dire, il faut, disons, aller aux informations avant de prendre une décision, avant de fonder quelque chose dans son cœur. Et puis aussi, je voudrais soulever un aspect de la chose. Il y a des gens, il y a des femmes qui ne communiquent pas avec leur époux. Ou alors ils communiquent, mais c'est une mauvaise communication. Une communication agressive. Une communication qui ne favorise pas un retour, un bon retour. Quand c'est comme ça, la personne est tentée de parler parce que celui qui ne communique pas est mort, je crois. Parce que la communication fait qu'on vit. C'est-à-dire communiquer avec l'autre, c'est reconnaître qu'il existe. D'accord, mais justement, comment avoir la bonne communication? J'en viens. C'est reconnaître qu'il existe quand tu communiques avec l'autre. Mais si tu refuses, je dis bien, si tu refuses de communiquer avec l'autre, tu nies son existence presque. La personne serait tentée à créer d'autres réseaux de communication pour au moins se faire un moral, pour se faire, disons, un petit espace dans la vie. Donc, il faut voir cet aspect-là aussi. Il y a beaucoup de situations comme ça qu'on vit, où on se rend compte que c'est presque la mort là-bas. C'est-à-dire c'est des mariés divorcés, si on veut dire. Voilà, c'est des mariés divorcés. Donc, la communication est très importante, très, très importante. Surtout, il faut le faire dans la vérité. Il faut pouvoir communiquer, bien communiquer avec son conjoint, dire des choses intéressantes, comme il a dit, des choses constructives, ne pas avoir le monopole de la parole. Il y a des hommes, par exemple, c'est lui, après lui, c'est lui. C'est son idée qui doit rester. Mais attends, si la femme dit non, chérie, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est pas là. Alors que, c'est vrai, tu émets une idée. Elle a le droit de porter un jugement sur ça. Elle dit non, c'est vrai, tu as émis ton idée, je te concède cela, mais je ne le partage pas. Ça devient palable. On fait comment maintenant? Et c'est fermé.
Il n'y a même pas bonjour. On laisse les petites notes ou alors on passe par les enfants pour communiquer. Où on va. D'accord, donc dans ce cas-là, qu'est-ce que les deux conjoints devraient faire? Mais en principe, ils doivent s'asseoir. Ils doivent s'asseoir pour parler. Mais avant de s'asseoir, il faut s'entendre. Ah, c'est ça aussi. Donc, quand c'est comme ça, on fait appel à quelqu'un à qui on a confiance pour essayer, qui est recommandé, qui a dit accepté par les deux parties. Mais si une des parties refuse qu'il y ait comment on appelle ça, un médiateur, c'est bloqué, la communication est bloquée. D'accord. Alors, Caroline, lorsqu'il y a eu trahison, il y a eu déception dans le couple, comment rattraper la confiance perdue? Vraiment, ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps. Parce qu'au départ, il n'y a pas eu de problème pour avoir confiance en mon conjoint. Mais après une trahison, ça va mettre du temps. Parce qu'au départ, bon, peut-être mon conjoint me disait, si tu me vois avec des femmes, il ne faut pas te plaindre. Moi, depuis le lycée, je suis au milieu des femmes. Tous mes amis sont des femmes. Donc, j'ai dit, bon, d'accord. Maintenant, si un jour j'apprends que non, tous ces amis, bon, ce ne sont pas de ces femmes, il y a quelque chose derrière. Maintenant, là encore, si un autre jour, moi, je te vois avec une femme, moi, je pense comment? Je me dis, ben, avant, tu m'avais dit que tu causais beaucoup avec les femmes. Mais maintenant, là, je sais que ça, là, c'est pas simple causerie. Tu sors avec elle. Tu sors avec elle, c'est tout. Donc là, ça va mettre du temps. D'accord, mais ça va mettre du temps, mais comment est-ce que la confiance va revenir? En tout cas, il doit tout faire. Je ne sais pas s'il va me blaguer, mais il doit tout faire. Mais là, ça ne résout pas le problème. Il doit tout faire, parce que là, il doit tout faire. Bon, c'est comme le pasteur l'a signifié. Peut-être qu'on aura recours à la communication. Je ne sais pas si on va faire encore une autre liste des principes. Bon, chérie, au départ, il avait dit que bon, je rentre à 22h. Bon, maintenant, compte tenu des embouteillages et autres, on n'a qu'à mettre ça à minuit. Donc, je ne sais pas. Parce que là, vraiment, ça tue la confiance. Parce que quand une femme aime un homme, elle l'aime aveuglément. C'est l'homme maintenant qui fait changer sa femme. C'est pourquoi au départ, j'ai dit à 50%. Et on peut arriver à 100% si tout va bien. Maintenant, on peut redescendre à 0% selon les événements. D'accord, alors Marcelin. Alors pour ma part, je dis pour retrouver la confiance qui est perdue, moi je pense que Dieu nous a donné un puissant élément pour pouvoir reconquérir ça, le pardon d'abord, mais la vérité, parce que c'est la mère du pardon, la vérité d'abord. On t'a déjà, comme on dit trivialement, quelqu'un qui est couché n'a plus peur de tomber. On t'a attrapé, il faut avoir le courage de dire la vérité. Et nous, les hommes, on a un orgueil bête très souvent. Il faut croire ce que tu veux. Ça, c'est quand on est pris, on n'a plus d'arguments que généralement, on dit ça. Ou alors on dit à sa compagne qui est en train de fouiller dans mon téléphone, ce que tu as trouvé là, c'est ton problème. Ne me pose pas des questions, il faut assumer. Je pense que ce ne sont pas des faits qui font renaître la confiance. Il faut dire la vérité. C'est pourquoi j'ai parlé de confiance à 75%. Nous ne sommes pas des anges, le pasteur l'a dit au début. Voilà, on veut se faire confiance à 100%, mais il faut qu'on se donne nous-mêmes une marge de 25%. Cette marge-là nous permet de pardonner. Quand j'attrape mon épouse à l'hôtel, je dois savoir que moi, je suis un homme. Elle est une femme. Elle est draguée au moins 2 fois, 3 fois par semaine. Dans l'année, c'est peut-être 50 demandes de drague qu'elle a. Si elle a succombé une seule fois parmi ces 50-là, pourquoi on ne peut pas lui pardonner ça? C'est 1 sur 50. Alors, donc les 25% là, c'est pour se donner la marge pour lui pardonner, mais qu'elle puisse se repentir. Et se ressaisir. Se ressaisir, se repentir, dire effectivement j'étais trompé parce que j'ai été fait pour telle ou telle raison. Voici pourquoi je l'ai fait. Mais si tu m'accordes encore une chance, je te promets que ça ne va pas. Justement, lorsqu'elle va dire si tu m'accordes encore une chance, est-ce que vous êtes capable de redonner la confiance qui était là depuis le départ? C'est à elle de nous donner le motif d'avoir encore confiance en elle. Hein? Je veux dire, il y a toujours une seconde chance. Voilà, il y a toujours une seconde chance dans la vie. Celui qui ne veut pas te donner une seconde chance, c'est un extrémiste, c'est un djihadiste, il ne faut pas le marier. Donc, c'est à travers son comportement qu'on va voir qu'elle a véritablement changé ou non. Si avant, quand elle sortait, elle n'appelait pas son homme, elle appelle chaque 1 heure de temps pour lui donner sa position. Il y a Facebook, il y a le téléphone, on prend des snaps, des vidéos, voici où je suis avec des amis, il y a telle copine qui veut te parler. Je veux dire, c'est des éléments qui peuvent nous redonner confiance progressivement. Mais il ne faut pas qu'on nous brusque également à avoir confiance comme avant. Effectivement. Ça va revenir progressivement. Progressivement. Et puis un jour, peut-être que ça va aller. D'accord. Alors, pasteur? En fait, à les écouter, nous voyons que la trahison peut prendre plusieurs formes.
depuis un petit mensonge, je dis bien un petit mensonge en griffe, jusqu'à l'acte d'adultère ou alors d'infidélité, quelque chose comme ça. Mais il faut dire que ce sont des attitudes qui sont très dévastatrices, qui font que la personne trahie éprouve une grande, je dirais, difficulté à pardonner. La parole du pardon, mais la vérité aussi. C'est-à-dire, c'est pas facile de pardonner à l'autre quand on a été poignardé. C'est pas facile de pardonner à l'autre, mais il ne faut pas laisser l'amertume, il ne faut pas laisser le ressentiment prendre place. Sinon, ce serait difficile pour nous de revenir à la surface. Et ce que je dirais, par exemple, le bourreau, c'est-à-dire celui qui a commis l'acte, le bourreau doit savoir garder raison. Ça, c'est clair. Il faut, comme il a dit, une repentance sincère. Et puis, il doit chercher à se détourner de cette attitude-là. Confesser, pas à un homme, mais à Dieu, ce qu'il a fait. Parce que c'est une affaire de conscience. C'est une affaire de conscience. Tu cacherais ça, mais ça va te suivre tout le temps. Ça va faire que le potentiel amour de toi à ton épouse va être très léger. C'est-à-dire, tu peux faire semblant, mais tu ne peux pas te blaguer toi-même. Et puis aussi, si c'est une liaison, il faut rompre totalement avec cette personne-là. Ça alors, comme il a dit, il a donné des stratégies, voilà, pour remettre le monsieur en confiance, mais surtout, s'éloigner le plus possible des personnes ou des lieux qui ont servi à cette trahison-là. Ça, c'est... Parce que si je te vois avec les mêmes personnes, tu dis non, on est des amis. Mais écoute, ça ne fait que diminuer la confiance dans mon cœur. J'ai dit, voilà, il est reparti là-bas encore. Bon. En fait, c'est ça. Voilà, donc la Bible dit très clairement, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le. Donc, s'éloigner le plus possible du lieu où des personnes rompent même au mieux avec ces personnes-là pour ne pas éveiller d'autres soupçons, même si vous êtes sincère, ça peut créer beaucoup de choses. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, Caroline, peut-on changer son comportement, peut-on changer son partenaire à une personne que nous voulions? Oui, on le peut. On peut faire ça. On peut faire ça. Un exemple simple. Moi, je croise un homme. Bon, l'homme, au départ, Marcella a parlé des femmes bavardes. Moi, je peux croiser un homme, par exemple, ce dernier, il est bavard. Soit il mange beaucoup, ou bien bon, c'est un monsieur, il aime rester dehors jusqu'à 2 heures tardives. Et si moi, j'aime ce monsieur, je peux le faire changer. D'accord. En quoi faisons? Ce n'est pas par la force, par la prière. Étant des chrétiens, par la prière. Et aussi par la communication. Toujours on revient sur la communication. Chérie, tu vois, c'est vrai, j'ai décidé de marcher avec toi. Mais tu restes dehors jusqu'à X heure. Et si quelque chose t'arrive, je fais comment? Tes parents ne sont pas à la maison avec nous. Je suis comme ta maman. Un peu, je lui parle par la prière. Il va changer. D'accord, donc selon Caroline, on peut changer son partenaire. On peut changer son partenaire. D'accord, Marcelin. Oui, on peut changer son partenaire parce que, voilà, mine de rien, nous avons des émotions quand même. De temps en temps, on sait se retirer pour dire on a mal fait. Donc, il faut qu'on revienne sur le droit chemin. Mais pour nous changer, il faut nous changer par des valeurs que vous avez vous-même. Je veux dire, il ne faut pas nous faire des cours, des leçons. Voici comment il faut être dans la vie. Non, tu es mon reflet. Donc, je dois voir les valeurs auxquelles tu veux m'inviter à travers ton comportement. Voilà, tu ne peux pas être toujours avec tes copines et me demander à moi de ne pas être trop avec mes copains. Les enfants sont à la maison, ils ne savent pas avec qui s'amuser. Mais c'est pourquoi je suis à la maison et je t'appelle. Donc, je veux dire, à travers ton comportement, tu peux m'amener à changer, mais positivement. Mais en même temps, faire changer l'autre, ce n'est pas refaire son éducation. Parce que quand on a passé 18 ans, c'est difficile de refaire l'éducation de quelqu'un qui est majeur. On peut essayer de le faire changer. C'est pourquoi j'ai dit un peu. Un peu, mais par les valeurs surtout. Oui. Il faut surtout ajouter ça. Par les valeurs, par l'exemple. Par l'exemple. Par l'exemple. Il faut être toi-même un exemple. Par exemple. Mais c'est pourquoi je dis si je suis à la maison et je l'appelle, je peux être dehors et puis l'appeler pour dire mais chérie, tu es où, rentre à la maison. Moi, c'est parce que moi, je suis à la maison que je l'appelle. Des femmes, par exemple, qui ont évangélisé leur mari qui était païen simplement par la prière. Elle n'a pas brusqué. Toujours, le monsieur rentre, il est ivre, il la voit en train de prier. Et à chaque fois, lui, il a des problèmes. Et quand le monsieur vient lui demander aide-moi à ce niveau-là, elle lui dit viens, je vais te montrer le secret le secret de mes solutions. Et chaque fois, quand tu me vois fléchir genou là, c'est là-bas que je prends. C'est pourquoi j'ai dit par la prière. Voilà, par la prière. Donc je veux dire, c'est par ton comportement qu'il va changer. Donc commencer par nous montrer l'exemple.
puis nous sommes des bébés. Mais vice-versa. Hein. Bien sûr, nous sommes des voilà. pâtes à modéler, nous les hommes. On prend le modèle que vous nous donnez, généralement. D'accord. Ce qu'ils ont dit est tellement vrai parce que la Bible dit que femme, sois soumise. Si par les paroles, tu n'arrives pas à gagner cet homme, par ton comportement, tu arriveras à le mettre à tes pieds. Alors, papa, est-ce que vous pensez qu'on peut changer son partenaire? Oui, c'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible, mais nous sommes souvent poussés à utiliser des moyens peu, disons, orthodoxes. Par exemple, on se plaint en espérant que l'autre va changer. Toi-même, tu ne vas jamais changer. Voilà, tu ne vas jamais changer. On profère des menaces. On profère des menaces, on peut, par exemple, l'effrayer pour dire, bon, moi, je crois qu'il va falloir que je vive seul maintenant. Juste pour effrayer l'autre, pour l'amener à changer. Ça ne peut rien, faire. Ça ne peut pas marcher. Il y en a qui tordent le bras à la femme. C'est-à-dire la bastonnade. Ils font, mais ça ne peut rien faire. Il y a certaines même qui disent, hey, si tu m'aimes vraiment, tu vas changer. Non, ce n'est pas une preuve d'amour. Ce n'est pas une preuve d'amour. Je crois qu'il faut assurer à l'autre, comme il a dit, votre amour, pour qu'il ait confiance en vous. Montre-lui que tu l'aimes. Parce que celui qui aime, il pardonne. Qui aime, comprend. Parce que l'amour sans la compréhension, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dureté. Il faut comprendre l'autre. Voilà, c'est clair. Le Seigneur, il a fait pour nous. Il dit, pendant que vous étiez encore des pécheurs, Christ est mort pour vous. Il n'a pas attendu que nous soyons purs pour qu'il vienne vers nous. Donc il y a cet aspect-là. C'est-à-dire ça contribue à, disons, faire fléchir l'autre. Et puis aussi, il y a un aspect que je voudrais relever, excusez-moi, il ne faut pas forcer l'autre. Il faut lui montrer les avantages des changements que tu lui demandes de faire. Aussi les désavantages de ce qu'il a adopté comme changement. C'est-à-dire, on a toujours besoin de comprendre le pourquoi et le comment de quelque chose pour pouvoir y accéder. Donc, c'est très important de communiquer. La communication revient, bien sûr, dans ce que nous sommes en train de faire. Toujours la communication. Voilà. C'est un peu ça. D'accord. Alors, Caroline, nous sommes à la fin de notre émission. Il faut le rappeler, notre thème, faut-il avoir une confiance absolue en son conjoint? Qu'est-ce qu'on va donner comme conseil à ces couples qui nous regardent? Bon, je dirais que ce thème est bien tombé et on a eu à débattre, on a eu à dire des choses par rapport à ce thème. Pour mon mot de fin, je dirais qu'un couple sans confiance n'est rien. Parce que nous nous croisons comme ça, sans le savoir, mais c'est par la confiance qu'on décide de rester ensemble. Parce qu'on ne se connaît pas. Un jour, le monsieur dit, mon chéri, je t'aime, bon, oui, je veux marcher avec toi. Donc, de la même manière dont nous nous sommes mis d'accord pour marcher ensemble, il faudrait que la confiance soit notre quotidien. Et l'homme aussi doit savoir que celle à qui il a fait n'est pas bon. Comme on le dit souvent, de toutes les façons, c'est moi je porte la culotte, mais si elle veut, c'est pas comme ça. Il faut avoir confiance en ta femme. Il y a des choses qu'elle va faire dans l'avenir, mais tu dois toujours te rappeler de votre premier jour. Une femme avec qui tu veux marcher, un homme avec qui tu veux marcher, on ne regarde pas trop de petites choses. Bon, elle est ceci, elle est cela. Il y a des choses, on peut bannir des choses pour un meilleur futur. D'accord. Marcelin. Merci déjà de nous avoir invités pour ce merveilleux thème sur la confiance dans le couple. Je vais finir par dire que ça nous ramène à savoir quels sont les droits et devoirs de chaque partenaire. Qu'on a bien perçu ça, je pense que le reste, ça devient un jeu d'enfant. Pour nous les hommes, je pense que nous sommes les garants moraux de la famille, nous sommes les principaux pourvoyeurs de la famille dans tous les domaines et on se doit de mériter la confiance de notre épouse. Non, on peut ne pas leur faire confiance, c'est pas grave, mais nous, on a des valeurs à transmettre à nos enfants et généralement, le petit garçon, il se réfère à son papa. Voilà, c'est que la maman nous reproche. Est-ce que c'est fondé? Excusez-moi, est-ce que c'est fondé? Si oui, il faut qu'on se force à changer quand même parce qu'on doit être des modèles pour nos enfants. Il faut qu'on se force, même quand on déconne, à respecter notre épouse parce que c'est là que les problèmes commencent. Nos épouses ne se plaignent pas forcément parce qu'on les trompe dehors, mais est-ce que quand on les trompe, ça change un peu notre comportement envers elles? Je pense que il faut tromper pour que le comportement change. Si on vous trompe, qu'on vous donne beaucoup d'argent, on vous aime beaucoup plus qu'avant, ça va vous faire mal, mais pas tant que ça. Donc je veux dire, il faut respecter sa femme. Et je pense que c'est nos mamans, et puis elles peuvent nous tuer facilement. Hein. Oui, si elles sont fâchées, donc il faut qu'on les chérisse, il faut qu'on puisse
être à leurs petits soins. On sait que ce sont de gros enfants, les femmes. Il faut les comprendre, laissons les bavarder, soyons des protecteurs pour eux. Et puis, le monde va bien se porter. D'accord. Alors, papa, qu'est-ce qu'on va dire pour Moi, finir? je crois qu'il faut, simplement, je serai très court, il faut rassurer son conjoint de l'amour qu'on a pour elle et puis l'accepter tel qu'il est ou tel qu'elle est, sans condition, et puis lui proposer au mieux des changements pour lesquels il lui sera facile d'y entrer. Ça, c'est très important. Il ne faut pas lui faire une prescription que toi-même tu ne peux pas. Ou alors tu vois qu'elle ne peut pas et l'y aider, bien sûr, sans pression. Sans pression. Parce que quand on parle de confiance, c'est les attitudes et les comportements qui peuvent créer la confiance ou la non-confiance. Donc, qu'il faille avoir des changements, il faut le faire sans pression et proposer des choses qu'elle peut, disons, appliquer à sa vie ou qu'il peut appliquer à sa vie sans vraiment pression. Voilà, c'est ce que D'accord. Et voilà qui est très, très, très bien dit. Merci beaucoup à Miss Nyonkou Caroline, elle est assistante de direction. Merci également à Marcelin Atissoni, homme de médias. Il est présentateur radio. Alors, j'ai été très heureuse d'être avec vous. Merci également à notre consultant, lui, celui-là même qui nous donne tant de conseils. C'est lui qui, on va dire, qui conclut l'émission avec son conseil. Merci beaucoup, pasteur, d'être sur notre plateau, de nous accompagner. J'ai bien aimé Caroline. Elle avait des interventions très pertinentes. Ça a failli perturber même Marcelin. Ah oui, alors moi, pour finir, moi, je dirais tout simplement communiquer. Parce que la communication est la clé d'une relation. Et c'est ses débuts, tout au long du mariage, c'est la communication. En parlant du début jusqu'à la fin de votre mariage, c'est la communication qui peut vous envoyer jusqu'à votre vieillissement, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Et je vais terminer avec ce verset biblique qui est tiré du livre de 1 Corinthiens 13, verset 7, qui nous dit comme ça: l'amour couvre tout, il souffre, endure et pardonne, il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout supporter. Non, mais quand j'ai lu ce verset, ça dit tout sur notre thème de ce jour, la confiance dans le couple. Donc, si vous avez un souci chez vous à la maison, allez-y fouiller dans la Bible et prenez le livre de 1 Corinthiens 13, verset 7. Comme Caroline l'a dit, on met tout aussi en prière. Il faut aussi prier, mais aussi faire confiance, essayer de faire confiance en votre conjoint, et je pense que tout sera résolu. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce jour. On se donne rendez-vous samedi prochain, 17h30, www.beni.tv. Tel est notre site internet et que Dieu vous bénisse. Au revoir.